Merci, Monsieur le Président. Un petit mot introductif, si vous me le permettez, parce que notre démocratie repose notamment sur l'avis des groupes parlementaires. Et il y avait pour coutume de ne pas siéger au moment des journées parlementaires qui demandent une organisation logistique en amont. Malheureusement, cela n'a pas été possible cette année pour des contraintes de calendrier, expliquant ainsi l'absence de mes collègues. Alors ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, les images sont encore dans toutes les têtes. Les rapatriements d'Afghanistan commencés il y a tout juste un mois ont dû se faire dans l'urgence et dans des conditions particulièrement douloureuses. La rapidité avec laquelle le gouvernement afghan est tombé a mis en lumière un retrait mal préparé. Qu'en est-il depuis les déclarations du président? Les négociations dont il nous avait fait part ont-elles évolué ou avons-nous atteint un point de non-retour? D'un point de vue diplomatique, nous nous interrogeons sur l'autonomie de la position française. Nous ne pouvons pas tout attendre des États-Unis, qui ont particulièrement mal préparé leur retrait, mais privilégié leurs ressortissants. L'objectif doit être, nous semble-t-il, d'assurer une continuité diplomatique sur place pour permettre une assistance aux populations en danger. Cela m'amène à évoquer les droits des femmes. Si les talibans ont évolué sur leur manière de communiquer, il n'en est rien de leur idéologie mortifère. Les talibans continueront de porter une vision rétrograde de la femme en les privant de leurs droits. Des témoignages nous parviennent et la réalité, vous le savez, est très dure. Les manifestations sont violemment réprimées, des jeunes Afghanes sont contraintes de se marier, bientôt elles ne pourront plus aller à l'école ou n'auront plus le droit de travailler. Le 16 août dernier, Emmanuel Macron déclarait que les femmes afghanes ont le droit de vivre dans la liberté et la dignité. Allons-nous organiser une coordination à l'échelle européenne permettant un accueil digne de ce nom pour toutes celles et tous ceux qui ont travaillé avec nos pays et une protection pour les jeunes Afghans? Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Le Seul, vous avez raison de souligner les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles nos équipes, l'équipe France, à la fois les diplomates, les policiers, les militaires qui étaient à l'aéroport de Kaboul, mais aussi ceux qui étaient à Abu Dhabi, mais aussi le centre de crise au Quai d'Orsay, ont pu, jour et nuit, faire en sorte que ces évacuations puissent se faire et nous ont permis d'évacuer 2800 personnes en 10 jours. Je tiens ici à leur rendre hommage, à saluer leur sang-froid et leur courage. Notre ambassadeur sera reçu d'ailleurs demain en huis clos par la Commission des Affaires étrangères. Alors sur les questions de fond, on aura l'occasion d'en reparler longuement, mais il y a 5 principes, 5 exigences que la communauté internationale, dans toutes ses considérations, que ce soit le Conseil de sécurité par sa résolution 2593, que ce soit le ministre des Affaires étrangères européen qui se sont réunis vendredi et samedi dernier à Ljubljana sur le sujet, que ce soit le G7, tout le monde concorde à dire qu'il y a 5 exigences à l'égard du pouvoir de fait ou du pouvoir de force qui est aujourd'hui en place à Kaboul. 1, permettre la libre circulation sans entrave. 2, renoncer à tout lien avec toute organisation terroriste que ce soit. 3, faire en sorte que les droits fondamentaux, et en particulier le droit des femmes, leur histoire, le droit des femmes et des filles, en particulier l'enjeu éducatif, soient respectés. 4, le fait que l'aide humanitaire soit accessible. Et 5, qu'il y ait un gouvernement de transition qui soit mis en œuvre. Sur ces 5 principes, il y a accord. Mais il importe maintenant que le pouvoir en place, le pouvoir de fait, le pouvoir de force, dise par des actes qu'il correspond à ces engagements. Pour l'instant, nous n'avons que des paroles, y compris ce matin, et ces paroles ne valent rien pour l'instant. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, vous annonciez en conférence de presse le 26 août dernier le plein accomplissement des réformes menées depuis le début du quinquennat, assurant l'élévation du niveau général des élèves et avoir donné plus à ceux qui ont le moins. Alors, nous ne tirons pas du tout le même bilan de ces 5 dernières années, monsieur le ministre. 5 années qui ont signifié régression pour nos écoles, collèges et lycées. Régression d'abord au niveau des élèves. Les différentes études internationales démontrent malheureusement que pour la première fois, le niveau des élèves français chute,
tant en lecture, moins 3 points, qu'en sciences et en mathématiques, moins 8 et moins 10 points, et passent sous les moyennes de l'Union européenne. Régression ensuite dans la lutte contre les inégalités. Votre quinquennat a commencé par la suppression de tous les dispositifs de la précédente majorité qui permettaient de lutter contre les inégalités scolaires et sociales. Il s'achève par une mauvaise campagne sur la laïcité et des déclarations hautaines, voire méprisantes, insinuant que les allocations de rentrée scolaire seraient utilisées pour l'achat d'écrans plats. Alors, quelle conception avez-vous donc de la solidarité lorsque les faits et vos paroles contredisent notre promesse républicaine? Il faut souligner aussi la régression de l'encadrement scolaire, et tout particulièrement dans le public. En 5 ans, monsieur le ministre, vous avez baissé le nombre moyen des professeurs par élève dans le second degré de 3,5 %, dont 10 % dans le public. Et dans le premier degré, c'est pareil. Il a augmenté de 11 % dans le privé, il a baissé de 1,8 % dans le public. Quant à l'école inclusive, vous retirez des professeurs des écoles affectés sur des postes Ulysse Collège pour les réaffecter dans le primaire, et vous recrutez des contractuels par Pôle emploi. Je l'ai vu dans ma circonscription, dans mon département. Alors, j'en viens juste à une question, monsieur le ministre. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise sanitaire. L'immense majorité des professeurs est vaccinée. Pouvez-vous nous assurer, pour cette rentrée scolaire, ainsi que nous le réclamons depuis de longs mois, qu'il y aura des capteurs de CO2, des purificateurs d'air, La parole est à monsieur et des Jean-Michel Blanquer, autotests? ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gérard Le Seul. Votre question, il est difficile de la prendre par un bout par un autre parce qu'elle met en vrac beaucoup de choses. Mais en gros, vous dites que le bilan n'est pas social. Eh bien, allons-y. Premièrement, c'est le quinquennat qui a le plus consacré d'argent en augmentation à l'éducation nationale, et beaucoup plus que le quinquennat précédent. Des augmentations budgétaires, mais pas n'importe comment, comme vous aimez le faire dans la précédente majorité. C'est-à-dire pas en saupoudrant démagogiquement, en ciblant sur des priorités. La première d'entre elles, l'école primaire. Dédoublement des classes, c'est la mesure la plus sociale que vous puissiez imaginer. Les grandes sections, les CP, les CE1, 400 000 enfants par an qui en bénéficient. Et oui, le niveau remonte grâce à cela. Et les enquêtes le montrent, justement, nos évaluations le montrent. Vous faites référence aux enquêtes internationales, mais soyons sérieux, monsieur Le Seul, et je le vois parfois dans les journaux. Les dernières enquêtes internationales remontent à 2 ans. Elles nous parlent d'élèves de 15 ans. Qui est responsable? Qui est responsable? Vous croyez que c'est cette majorité, ce gouvernement? Nous avons recueilli une situation difficile. Le déclin du niveau, je suis le premier à l'avoir reconnu. Et c'est au moment où nous exerçons un premier rebond que, bien entendu, les critiques de ceux-là même qui sont responsables de ce déclin arrivent. Alors oui, nous sommes fiers de ce qui s'est passé. Je n'ai pas peur de le dire, parce que les premiers éléments nous montrent que oui, les élèves qui, par exemple, en ce moment, rentrent en CM1 ou en CM2, sont des élèves dont le niveau s'améliore. Eh bien, et c'est dans les milieux les plus défavorisés que cela arrive. Il n'y a rien de plus social que la nouvelle que je suis en train de vous dire. Rien ne peut être plus social que ça. Et bien entendu, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu devoirs faits au collège, 1 collégien sur 3 en bénéficie. La réforme du lycée professionnel qui fait qu'il y a moins de décrochage en lycée professionnel maintenant qu'au début de ce quinquennat. Et oui, la réforme du lycée qui est sociale parce qu'elle évitera surtout dans le futur le décrochage dans l'enseignement supérieur. Et le fait que nous ayons pu faire cela malgré la crise sanitaire, c'est effectivement le fait que le social a pu avancer malgré la crise sanitaire. Donc oui, ce bilan, cette majorité peut en être fière, et c'est la première fois que nous avons été aussi si longtemps en responsabilité, de façon à avoir de la constance, plutôt que d'être sans arrêt dans les zigzags démagogiques que vous préférez. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Écologie. Plus 5,7 % de hausse en mars, plus 1,1 en mai, plus 4,4 en juin, plus 9,96 en juillet, plus 5,3 en août, plus 9 ce mois-ci. Depuis le 1er janvier 2019, les tarifs réglementés de la vente de gaz ont augmenté de 15,8 %. Et ce n'est pas terminé puisqu'une nouvelle hausse de plus de 5 % est attendue pour octobre. Et il n'y a pas que le gaz qui augmente. L'électricité aussi, plus 1,6 en février, plus 0,91 en août et entre plus 7 et 8 attendus en février 2022 pour les tarifs réglementés d'électricité. La quasi-intégralité des foyers sont concernés par ces deux hausses, bientôt rejointes par la hausse des carburants. Et alors que nous sommes confrontés à ces hausses importantes, l'indemnisation du chômage partiel, elle, diminue. L'indemnisation est passée de 70 à 60 % de la rémunération brute pour l'essentiel des salariés au 1er juillet et pour tous au 1er septembre.
L'emploi et le pouvoir d'achat des salariés risquent d'en prendre un coup et, par conséquent, aussi la consommation et la reprise. Les aides au logement aussi ont baissé au 1er janvier du fait d'une réforme du mode de calcul. À cela, ajoutons aussi une hausse des tarifs réglementés de dépannage et j'en oublie sans doute de nombreux autres frais qui, accumulés, pèsent. Alors, Madame la Ministre, il me semble que la question de l'augmentation des divers tarifs et de l'érosion du pouvoir d'achat est à surveiller comme le lait sur le feu. Et de l'érosion, donc, il convient de tenir compte, car le lait commence à bouillir. Il faut d'urgence des mesures pour limiter l'impact de ces hausses sur celles et ceux qui y sont le plus sensibles. Que comptez-vous faire afin d'éviter que la casserole ne déborde ou, pire, n'explose à nouveau? Où en sont les discussions avec Bercy rapportées dans la presse afin d'aider les ménages les plus précaires à faire face à ces traites, en particulier celles qui résultent des augmentations des tarifs dans l'énergie? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Barbara Pompili, ministre chargée de la transition écologique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Le Seul, vous avez raison. Les prix du gaz sur les marchés internationaux sont en hausse régulière depuis quelques mois et nous avons eu une accélération depuis cet été qui a été liée notamment à la reprise économique partout dans le monde et ça a un impact sur les tarifs réglementés du gaz qui concerne 3 millions de ménages. Nous avons des hausses successives depuis juillet qui vont malheureusement se poursuivre jusqu'en octobre et on peut espérer une stabilisation des prix à partir de novembre-décembre, puis un reflux au printemps 2022. Malheureusement, ça concerne aussi l'électricité, vous avez raison, avec une forte hausse des tarifs sur le marché de gros qui pourrait avoir un impact sur les tarifs réglementés de vente aux alentours de février prochain. Voilà le tableau. Face à ça, ce qu'il faut absolument, c'est d'abord qu'on puisse rendre les gens moins dépendants de ces hausses. Pour qu'ils soient moins dépendants de ces hausses, il faut prendre des mesures structurelles pour la baisse de la facture. La première mesure structurelle, quand ça concerne le bâtiment, c'est aider les gens à avoir des logements qui consomment moins d'électricité ou de chauffage au gaz notamment. C'est ce qu'on fait avec MaPrimeRénov', c'est ce qu'on accélérera grâce à la loi sur climat résilience qui va permettre d'accompagner nos ménages pour pouvoir les aider à rénover leur logement, pour pouvoir leur financer leur rénovation de logement, pour qu'ils puissent à la fin avoir une facture qui baisse. Mais il faut aussi agir vite, puisque la facture, c'est maintenant qu'elle augmente. Et donc, c'est pourquoi nous avons montré l'utilité et la nécessité du chèque énergie qui démontre de plus en plus qu'il faut qu'il soit utilisé. Nous avons les bénéficiaires qui étaient aux alentours, pas aux alentours, mais 3,6 millions de bénéficiaires. On est passé à 5,8 millions de bénéficiaires depuis le début du quinquennat. Et puis, son taux a augmenté, son montant a augmenté en moyenne. Il est passé aujourd'hui à 150 €. Il a augmenté de 50 €. Nous allons continuer à surveiller cela de près, puisqu'il est hors de question que les ménages subissent les conséquences de ces hausses qui sont liées, je rappelle, à la hausse des énergies fossiles, ce qui nous incite aussi à devoir baisser notre dépendance aux énergies fossiles. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, beaucoup trop de territoires et de familles en Hexagone comme en Outre-mer vivent, toutes choses égales par ailleurs, les mêmes souffrances et les mêmes peines. Ils connaissent peu ou prou le même dénuement des hôpitaux, la même fatigue des soignants, la même insuffisance des effectifs et la même surdité gouvernementale. Le point commun à ces situations est donc bien la nature, la pertinence et l'efficacité de la politique sanitaire que vous conduisez. Cette quatrième vague n'est pas entrée par effraction dans nos vies, elle est aussi la conséquence d'un sous-investissement chronique depuis des décennies dans notre système de soins et d'un manque d'anticipation manifeste en Hexagone et qui a connu son acmé dans les Outre-mer. Oui, votre politique porte une atteinte grave aux libertés, pervertit la démocratie et installe durablement une société du contrôle. Surtout, elle ne résout en rien les carences et la désorganisation de notre système de soins. Le pass sanitaire contre lequel nous avons voté est devenu l'alpha et l'oméga de votre politique vaccinale. Il va bientôt s'appliquer à nos adolescents avec les difficultés que l'on imagine. Soyons réalistes. Les Françaises et les Français ne pourront supporter plus longtemps cette vie faite d'interdits et de restrictions. Pour notre part, sur ces bancs, notre position est claire et connue de tous. C'est l'obligation vaccinale, progressive, universelle et gratuite. Nous avons d'ailleurs pris une initiative de RIP pour sauver l'hôpital public et déposé une proposition de loi sur l'obligation vaccinale. Pour votre part, que comptez-vous faire pour l'avenir? Comptez-vous maintenir encore longtemps ce pass sanitaire profondément inégalitaire et intrusif? Quand comptez-vous enfin opter
pour l'obligation vaccinale, seule mesure de nature à concilier les libertés individuelles et la protection de tous. Quand comptez-vous, enfin, présenter une politique sanitaire et hospitalière repensée à l'aune de cette crise, à même de réarmer notre offre de soins? Merci. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le sénateur Victorin Lurel, il n'y a pas si longtemps de ça, nous avons été collègues, vous et moi, au sein d'une même majorité, sous un gouvernement précédent. Monsieur le sénateur, je n'ai pas souvenir, et je respecte infiniment le travail de mes prédécesseurs, notamment de ma prédécesseur Marisol Touraine, dans le mandat précédent, qui a fait beaucoup de choses et qui a fait notamment ce qu'elle a pu pour dégager des moyens pour l'hôpital. Monsieur le sénateur, je n'ai pas de souvenir, et j'ai de la mémoire, que nous ayons décroché ne serait-ce que 5% des crédits alloués en plus à l'hôpital à travers le Ségur de la santé. 9 milliards d'euros de hausse de salaire, 19 milliards d'euros de reprise de dette et d'investissement pour les hôpitaux, en métropole comme dans les territoires ultramarins. Monsieur le sénateur, vous avez raison, il y a eu un retard qui a été pris dans les hôpitaux, pas qu'en outre-mer, en métropole aussi. Ce retard, nous sommes en train de le combler. Accompagnez-nous, encouragez-nous, votez les PLFSS lorsqu'ils portent ces mesures que vous appelez de vos voeux quelques mois plus tard. Vous soulignez l'impérieuse nécessité de la vaccination. Je prends votre appel à l'obligation vaccinale comme un appel à la population guyanaise de se vacciner elle aussi. Monsieur le sénateur, on peut débattre de cela. Je ne dis pas que c'est une idée saugrenue qui ne mériterait pas un débat plus long d'ailleurs que les 2 minutes qui me sont accordées. Mais à l'heure à laquelle je vous parle, il y a 75% ou 70% de la population de Guyane qui n'est pas vaccinée. J'attends donc avec impatience la proposition de loi que vous déposerez pour savoir quelles sont les sanctions qui s'appliqueront dès lors que cette loi sera applicable à 70% de la population de Guyane qui n'est pas vaccinée. Encouragez-nous à vacciner les populations de métropole et d'outre-mer. La quatrième vague, monsieur le sénateur, n'est pas le fait d'une carence hospitalière ou de services publics. Elle est le fait d'un virus invisible, contagieux, qui fait des ravages, qui circule partout et dans tous les pays où il circule. En revanche, on sait qu'il y a une chose qui permet d'éviter qu'il circule et qu'il fasse des ravages, la vaccination, monsieur le sénateur, la vaccination. Monsieur le ministre, je préfère préciser d'emblée que je vais vous parler de la Martinique. Ça évitera, comme tout à l'heure, que mon collègue Lurel se voit répondre sur la Guyane, alors qu'il vous parlait de la Guadeloupe. Alors que la 4e vague de Covid-19 continue d'impacter douloureusement la Martinique et que des mesures de confinement sont prises légitimement pour protéger nos populations en limitant également l'accès, il faut dès à présent penser à demain, à l'avenir, préparer les conditions d'une reprise de l'économie qui seule pourra empêcher à la crise sociale de succéder à la crise sanitaire. J'aimerais vous parler du tourisme, un secteur stratégique qui est en plein essor aux Antilles et qui s'enfonce depuis mars 2020 dans une impasse, pris en tenaille entre la nécessité de maintenir des investissements indispensables à la poursuite de l'activité et l'absence durable de clientèle sans aucune perspective d'amélioration à moyen terme. Vous avez annoncé le prolongement des dispositifs d'aide économique comme le Fonds de solidarité outre-mer. C'est une bonne chose. Mais les conditions d'éligibilité font que trop grand nombre d'entreprises ne peuvent pas y accéder. Même chose pour le dispositif d'aide à la prise en charge des coûts fixes dans l'hôtellerie et la restauration qui exclut les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million d'euros, c'est-à-dire une très grande partie de nos entreprises. Le ministre des Outre-mer a récemment indiqué que le plan de reconquête et de transformation du tourisme, qui est en cours d'élaboration au niveau national, prendrait en compte des spécificités des territoires d'outre-mer. Je m'en réjouis, mais de quelle façon? Avec quel interlocuteur? Trop souvent, ces plans sont rédigés sans la plus large concertation, sans contact direct avec la réalité. Il nous faut des mesures adaptées à chaque territoire. Le tourisme en Martinique n'est pas de la même nature en Guyane ou à La Réunion. Les acteurs n'ont pas les mêmes stratégies ni les mêmes besoins. Je demande une concertation étroite avec les professionnels de chaque territoire d'outre-mer, un changement de logique qui partirait véritablement du terrain. Un plan de relance du tourisme qui nous permettrait d'attirer des investisseurs dont nous avons besoin, de rénover nos hôtels, de monter en gamme, de diversifier notre offre touristique. Monsieur le ministre, beaucoup de nos entreprises du secteur sont au bord du gouffre. Ne les laissons pas tomber. Merci. Pour vous répondre, monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs et les sénatrices, Madame la sénatrice, le secteur du tourisme, outre-mer depuis le début naturellement, et en métropole aussi, à certaines périodes, a été particulièrement impacté par les conséquences de la crise sanitaire. Et d'ailleurs, depuis le début, le Président de la République a tenu à en faire une priorité nationale. On en est aujourd'hui à 37 milliards d'euros qui ont été mis en place en soutien dans le secteur du tourisme avec les différentes mesures d'aide et de soutien. S'agissant de la Martinique, très précisément, nous avons pris avec Sébastien Lecornu, avec Alain Griset, des dispositions dès cet été, dès que le pic est intervenu, pour pouvoir adapter les dispositifs. C'est vrai pour le fonds de solidarité renforcé, c'est vrai pour l'activité partielle qui reste avec ce reste à charge zéro, alors que le dispositif évolue, vous l'avez vu en métropole. Et naturellement, nous sommes attentifs à tous les trous dans la raquette qui pourraient être signalés. Nous entretenons d'ailleurs un dialogue avec les acteurs du tourisme, au sein du comité de filière tourisme, avec le président de la FEDOM, naturellement. Et nous veillerons à ce que les Outre-mer et la Martinique singulièrement soient totalement partie prenante de ce plan de reconquête annoncé par le président de la République. C'était à Saint-Cyr-la-Popie et nous sommes déjà au stade des travaux pratiques avec mon collègue Alain Griset. Nous avons d'ores et déjà interrogé les acteurs concernés par voie écrite, mais notre méthode à tous les deux, c'est le terrain. Et donc, on a été aux côtés des acteurs du tourisme littoral au mois de juillet, aux côtés des acteurs du tourisme rural, c'était il y a quelques jours dans l'Allier, et nous aurons à cœur, lorsque la situation le permettra, naturellement d'aller à la rencontre des acteurs du tourisme ultramarin, et notamment antillais, pour pouvoir réfléchir avec eux aux meilleures mesures pour rebondir. Voilà, parce que très clairement, le tourisme ultramarin est une pépite pour l'économie locale et il est une pépite aussi pour la destination France. Donc soyez assurés de notre entière détermination de ce point de vue-là. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'État, mes chers collègues. 1 an, c'est le temps dont vous disposiez pour organiser dans les meilleures conditions l'élection des 6 sénateurs représentant les Français établis hors de France. 9 jours, c'est le temps qui reste avant le vote par anticipation le 18 septembre et 17 jours pour le vote à l'urne à Paris. Or, certains grands électeurs, en raison des restrictions de déplacement en vigueur dans leur pays, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande, ne savent toujours pas si, quand et comment ils seront en mesure de voter pour les élections sénatoriales alors même que ce vote est obligatoire. Toutes les demandes de clarification, voire de dérogation, sollicitées par les postes et les élus depuis des semaines sont restées lettres mortes. Mais cela semble être votre mode de gouvernance, rester sourd aux alertes et attendre la dernière minute pour réagir. Pour preuve, ce n'est que ce matin, lors d'une réunion convoquée en urgence, que vous avez consulté les parlementaires sur la tenue des élections partielles pour 10 conseillers des Français de l'étranger qui n'ont pas pu se tenir en mai dernier dans 3 circonscriptions. Vous auriez pu d'ailleurs prévoir la prolongation de leur mandat, comme nous le proposions depuis février dernier, afin que les conseillers consulaires puissent se tenir, notamment les conseils de bourse et les CCPAS, et que les conseillers ne soient pas ignorés par l'administration, plutôt que d'improviser en catastrophe un amendement, d'ailleurs très largement amélioré par le Sénat, mais le texte a été promulgué trop tard. Il y a 3 jours, vous nous informiez par courrier que le vote par Internet ne serait pas possible, alors même que les électeurs ont voté 6 fois plus par Internet qu'à l'urne au dernier scrutin. Là encore, si vous aviez tiré les leçons du passé, vous auriez anticipé la prorogation du contrat du prestataire jusqu'à la fin 2021. 2 mois. C'est donc le temps qu'il vous reste pour organiser ces élections partielles et celles des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Et pour l'instant, rien n'est prévu pour le renouvellement des membres AFE au conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger. Monsieur le secrétaire d'État, ma question est simple et votre réponse est désormais urgente. Quelles instructions allez-vous ou avez-vous envoyé au poste pour que les grands électeurs en Australie et en Nouvelle-Zélande puissent voter dans quelques jours ? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame la Ministre. Sur l'élection sénatoriale, les choses se préparent en bon ordre, dans le calme, en toute sérénité, et là aussi, en nous attachant à ce que chacun des grands électeurs puisse exprimer son vote. Vous évoquez la situation en Australie et en Nouvelle-Zélande. Parce que dans ces pays, un certain nombre de règles limitant la mobilité en raison de confinement sont prises. Et bien justement, c'est le rôle de la diplomatie française que de s'assurer auprès de ces pays de résidence que nos compatriotes grands électeurs pourront se déplacer. C'est le cas en Australie, c'est acquis. Nous sommes en bonne voie en Nouvelle-Zélande, mais comprenez que je ne peux pas,
moi-même répondre à la place des autorités des pays de résidence. Voilà, ça s'appelle la souveraineté, c'est un concept assez basique. S'agissant des élections consulaires, c'est le Parlement qui a disposé pour repousser effectivement, dans un premier temps d'1 an, le scrutin. Là aussi, je crois que nous pouvons nous enorgueillir avec Jean-Yves Le Drian d'avoir fait en sorte que dans 127 des 130 circonscriptions, le scrutin ait pu se tenir au moment où le pic épidémique était présent dans de nombreux pays du monde. Hélas, dans 3 circonscriptions, en Inde et à Madagascar, et on se souvient tous des images frappantes de l'Inde, et nous avons été en soutien d'ailleurs de ce pays, il n'a pas pu se tenir. Et le Parlement a délibéré, les élections seront donc organisées d'ici la fin de l'année, et nous faisons face tout simplement à un certain nombre de contraintes liées au marché public qui font que ce vote par Internet, effectivement, ne peut pas se tenir dans ce temps-là. Il faut passer un marché public, il faut que la solution soit mise en œuvre, et donc nous avons pris le temps d'examiner toutes les solutions. À la grande différence de ce que vous avez fait lorsque vous étiez soit au gouvernement, soit soutien du précédent gouvernement, en 2015, lorsque, au Paraguay, vous avez écarté d'un revers de la main le vote par Internet au motif du coût. Nous, le coût, on l'assume, on est prêt à l'assumer. Mais à un moment, il y a le droit, il y a la règle, et donc on s'y plie. Eh bien, sachez que les élections partielles pourront être organisées autour du 7 novembre. Ainsi, l'AFE pourra être renouvelée autour du 5 décembre, et l'Assemblée des Français de l'étranger pourra se réunir, là aussi, en toute sérénité, en bon ordre, dans le calme, et nous serons en marche pour travailler avec elle en décembre.